qualité de l'assurance aseptique. Donc, dans une compagnie qui s'appelle Sandoz, qui fait partie de Novartis, qui est une compagnie pharmaceutique. Et pendant ce temps-là, dans le fond, l'assurance qualité, c'est s'assurer vraiment que lorsqu'il y a lorsqu'il y a une production de produits, qu'ils soient pharmaceutiques ou non, c'est s'assurer que la qualité soit exemplaire. Donc, à Sandoz, ils travaillent beaucoup sur des produits qui sont intraveineuses. Donc, on doit s'assurer qu'il n'y a aucunement de contamination dans le produit. Donc, souvent, c'est des produits intraveineux pour des gens qui sont, par exemple, aux soins intensifs. Donc, il doit avoir 0, 0, 0, que ce soit des parasites, virus, microbes, bactéries, absolument zéro. Donc, ça, c'était l'assurance qualité. Et puis, par la suite, j'ai travaillé en tant que coordonnatrice de projet dans une compagnie de santé publique. Et maintenant, je suis retournée, pas chez Novartis, mais dans une autre entreprise au niveau de l'assurance qualité. Donc, un peu sur moi, ça c'était qu'est-ce que j'avais à partager sur moi et mon parcours. Et là, la question se pose, pourquoi écrire un livre sur COVID-19 et la communauté noire? Donc, je sais pas, je pense que vous voyez quand même bien les titres, mais je vais commencer avec cette table-là. Cette table, c'est des statistiques qui proviennent des États-Unis. Donc, je vais commencer avec les États-Unis parce qu'au niveau des États-Unis, pendant que le virus, on a vu vraiment voyager à travers le monde. On l'a vu en Asie, traverser l'Europe et finalement, on l'a vu venir en Amérique, au Canada et aux États-Unis. Mais quand c'était aux États-Unis, c'était vraiment grave. Et il y a vraiment, qu'est-ce qui est intéressant aux États-Unis, c'est qu'ils ont commencé à prélever dès le début des infections, les différences entre les origines ethniques. Donc, c'est pour ça que le premier tableau que je vais présenter, c'est un tableau qui provient des États-Unis et puis ça a été publié le 10 novembre 2020, donc quand même relativement récent. Donc, pour commencer, le premier pilier qu'on voit ici, c'est la population autochtone. Le deuxième, c'est la population noire. Le troisième, c'est la population latino-américaine. Je vais sauter les deux au milieu et puis le dernier pilier, qui fait comme un escalier, c'est la population blanche. Donc, si on regarde l'axe vertical, donc l'axe Y, c'est le nombre de décès par 100 000 habitants. Et ensuite, l'axe des X en bas, à l'horizontale, c'est les populations que je viens de mentionner. Donc, si on regarde pour la population autochtone, aux États-Unis, les recensements, les statistiques ont démontré qu'il y a 164,7 nombre de décès par 100 000 habitants, ce qui est énorme. Si on regarde en deuxième position la population noire, c'est 153,2 nombre de décès par 100 000 habitants. Et en troisième position, tout près de la population noire, la population latino-américaine qui est 151,7 décès par 100 000 habitants. Et là, si on va au dernier pilier de l'escalier, pour la population blanche, par 100 000 habitants, c'est 50,9 nombre de décès par 100 000 habitants. Donc, c'est à partir de vraiment ces données-là qui m'ont sauté aux yeux parce qu'on voit vraiment qu'il y a une grande différence entre 150, 160 et 50 nombre de décès par 100 000 habitants. Donc, ça, c'est quand même aux États-Unis. Ceci dit, il faut prendre note que ces mêmes tendances ont été observées au Royaume-Uni et en Angleterre. Donc là, on me dit souvent, il y a des gens qui ont lu le livre et puis ils me disent « Lauriane, pourquoi est-ce que tu peux nous donner des données un peu plus locales? Parce qu'ici, on est au Canada et au Québec. » Donc, pour ce qui en a après, Montréal spécifiquement. Qu'est-ce qu'on a observé? C'est que au niveau fédéral au début et au niveau provincial, il n'y a pas eu de données qui étaient par rapport à l'origine ethnique spécifique. Une des raisons pour laquelle, selon les recherches que j'ai faites, une des raisons pour laquelle au niveau fédéral, il n'y a pas eu le prélèvement de ce genre de données comme aux États-Unis, c'est parce que dans le passé, lorsqu'il y avait des virus qui pouvaient des fois cibler ou avoir des personnes qui étaient plus susceptibles de l'attraper, des fois, il y avait un certain stigma qui était associé à ça. Donc, c'est une des raisons pour laquelle certaines agences de santé publique au niveau fédéral et provincial ont décidé de éviter ça afin d'éviter le stigma associé à COVID-19. Donc, au niveau de cette table-là, ce n'est pas exactement pareil comme la précédente, mais qu'est-ce qu'ils ont fait, c'est
le secteur de l'île où la proportion de la minorité visible était plus élevée. Donc, minorité visible, c'est un peu synonyme d'une personne qui peut être noire, qui provient de latino-américaine, qui peut être autochtone, qui peut être asiatique, qui peut provenir du Moyen-Orient. Donc, ça, c'est un exemple de minorité visible. Donc, ils ont été par secteur de l'île de Montréal, où est-ce que les minorités sont visibles, et puis ils ont divisé par la proportion ou le nombre de pourcentage de minorités visibles qu'il y avait. Donc, ils ont divisé ça. Donc, si on commence avec le plus bas, dans des secteurs de l'île, où est-ce qu'il y avait 46,9 et plus de minorités visibles, donc environ 50% de minorités visibles, le taux d'infection, donc ici, ce n'est pas des cas de mortalité que je vais parler, c'est des taux d'infection par la COVID-19, c'est 1145. Et ensuite, si on monte un escalier, par exemple, ça va être 37,5. 37,5 serait la proportion de minorités visibles dans ce secteur-là. Et là, ça descend à 1127. Et le plus qu'on descend, le plus on voit que le taux d'infection diminue. Donc, à l'inverse, ce que ça veut dire, c'est que le plus il y a de minorités visibles, le plus il y a une corrélation positive avec le taux d'infection de COVID-19. Donc ici, ça c'est un tableau qui peut expliquer la même chose, mais illustré d'une façon un peu plus différente. Et ces données-là, elles proviennent de la Direction régionale de la santé publique de Montréal. Donc, encore une fois, ici, c'est l'île de Montréal. Puisqu'on est à la Chine, je vais vous parler un peu plus de la Chine, à quoi ça ressemble. Et puis, je vais vous expliquer les couleurs. Donc, il y a deux légendes que j'aimerais expliquer. D'abord, la légende qui explique les secteurs. Donc, quand je parlais de secteurs dans la diapositive précédente, les secteurs où est-ce qu'il y a une proportion de minorités visibles, ici, ça va être les secteurs divisés par défavorisation matérielle. Donc, il y a trois caractéristiques qui caractérisent une défavorisation matérielle. Donc, on va aller toucher un peu plus tard. Mais juste pour vous donner une idée, le plus défavorisé représente le rouge. Donc, ce serait un secteur, dans le cadre de cette diapositive ici, ce serait le secteur de Montréal-Nord, Saint-Michel, et si je ne me trompe pas ici, par extension. Donc, ça, c'est rouge, c'est le plus défavorisé, c'est niveau 5. Et puis, si on descend le moins défavorisé, c'est niveau 1, donc c'est vert-forêt, ce serait le secteur par ici, en bas, au sud-ouest, ce serait Lac-Saint-Louis. Donc, Lac-Saint-Louis, c'est DDO, Dollard-des-Ormeaux, Pointe-Claire, Kirkland, Sainte-Anne-de-Bellevue. Et puis, donc, ça, ce serait le cas le plus favorisé. Donc, ça, c'est les indices de défavorisation matérielle. Et là, on regarde les petits cercles. Donc, si vous voyez, il y a des petits cercles blancs, bleu marin, bleu pâle, bleu foncé. Donc, ça, c'est le nombre de cas de COVID-19. Ça représente le nombre de cas de COVID-19. Donc, si on regarde le bleu marin, c'est entre 938 et 1849 cas de COVID-19. Et puis, si on regarde le blanc, c'est comme très peu, c'est 247 à environ 450 cas de COVID-19. Donc, si on se concentre sur la Chine, c'est au niveau de défavorisation matérielle, ça se trouve au niveau 3, la Chine normale, mise ensemble. Et puis, donc, c'est pour ça que c'est comme un beige, c'est pas rouge foncé, c'est pas vert forêt, c'est entre un intermédiaire, donc niveau 3. Et puis, au niveau du nombre de cas par 100 000 personnes dans un ménage privé, ce qu'ils ont observé, c'est qu'il y a environ, c'est un bleu pâle, donc c'est 269 à 562 nombre de cas de COVID-19. Donc, c'est pas très, très élevé. Donc, à la Chine, c'était pas trop pire. Puis là, on peut voir aussi qu'il y a le rose, donc ça, c'est d'autres niveaux de défavorisation matérielle. Et puis le bleu, par exemple, le bleu marin, il y a une corrélation positive ici que je voulais observer, c'est que lorsqu'il y a une défavorisation matérielle élevée, il y a aussi un nombre de cas de COVID-19 qui est élevé. Donc ça, c'était pour spécifiquement à Montréal, au Québec. Et là, on peut parler aussi, toucher brièvement les autres provinces, à quoi ça ressemblait. Donc, en Ontario, malgré qu'il n'y avait pas des données qui ont été prises au niveau fédéral, il y a un institut de santé publique qui s'appelle l'Institut de Wellesley. Et puis, c'est le PDG de cet institut-là a décidé de prendre les données d'origine ethnique en relation avec COVID-19.
Donc, qu'est-ce qu'ils ont pu observer? C'est que les personnes qui se sont auto-identifiées comme étant soit arabes, moyen-orientales, asiatiques, occidentales, latino-américaines, sud-ouest, asiatiques ou noires, elles étaient 6 à 9 fois plus susceptibles de tester positif au COVID-19 selon, par rapport à la population blanche. Et puis, ces données-là, ils les ont observées à partir de mi-mai jusqu'à juillet 2020. Au niveau du Manitoba, c'était un peu différent parce que eux, dès le début, c'est la première province à avoir décidé de prélever des données au niveau des différentes origines ethniques. Donc, ils ont commencé à prélever ces données-là tout simplement parce que s'il y avait des ressources à distribuer quelque part, ils voulaient savoir où est-ce qu'ils allaient avoir besoin de distribuer leurs efforts et leurs ressources. Donc, c'est dans cette mentalité-là. Et qu'est-ce qu'on observe ici, c'est pour la table du Manitoba, qu'est-ce que j'ai pu trouver? C'est qu'ils ont vraiment essayé de voir pour les Premières Nations. Donc, la première diapositive, je trouve, parlait un peu des Autochtones. Et puis au Manitoba, qu'est-ce qu'ils ont focusé, c'est essayer de voir la différence dans le nombre de cas que les Autochtones étaient infectés et les non-Autochtones. Donc, si on regarde le bleu pâle, c'est des personnes non-autochtones. Et le bleu foncé, donc souvent lorsqu'on voit les petits types, ressemblent des petits carrés un peu plus foncés, ça représente la proportion de personnes autochtones qui étaient infectées par la COVID-19 par rapport aux autres. Donc, si on voit au début, par exemple, mi-mars, il y a beaucoup d'Autochtones qui ont commencé à être infectés et ensuite, ça s'est calmé, puis ça a continué au mois d'avril, comparé aux autres. Et puis, ils voulaient vraiment, au Manitoba, ils se sont vraiment concentrés sur les Premières Nations parce que lorsqu'il y a une personne, par exemple, autochtone est infectée, souvent parce que leur maison compte plus de personnes, leur taux d'attraper la COVID-19 était doublé comparé aux autres personnes qui provenaient du Manitoba. Donc, en Alberta et en Colombie-Britannique, c'est très similaire, les données statistiques. Et puis, la façon qu'ils ont prélevé les données, c'est très similaire au Québec. Donc, vous allez voir que c'est par proportion de minorités visibles. Et puis, c'est juste un peu différent parce qu'ici, c'est une table qui représente les mortalités. Donc, sur l'axe vertical, au niveau de l'axe Y, c'est une table qui représente le pourcentage de mortalité. Donc, pas le pourcentage par contre. Donc, si on regarde en bleu pâle, c'est 25% et plus de minorités visibles. En Alberta, c'est environ 7 points. L'Alberta, qui sera ici, représente environ 7,4 cas de mortalité. Et puis, ça ressemble assez à un plateau parce qu'il part de 5 à 7,4. Ce n'est pas une grosse différence, mais quand on compare au Québec et des régions où est-ce qu'il y a une plus grande proportion de minorités visibles, par exemple le Québec et en Ontario, bien, on voit un peu plus de disparité. Mais en Alberta, ça n'a pas été observé. Et puis en Colombie-Britannique, je vais faire un bref survol, c'est la même chose. Et aussi, c'est par rapport au pourcentage de cas, pourcentage de minorités visibles par rapport au taux de mortalité. Puis ici, ça c'est le premier plateau ici, c'est la Colombie-Britannique. Et puis, c'est très, très bas comparé au Québec et à l'Ontario. Donc, une dernière diapositive pour vous donner une bonne base. Donc, ici, ça c'est pour, j'ai parlé beaucoup de l'Amérique. Donc, je voulais juste toucher un petit peu à l'extérieur de l'Amérique et puis en Angleterre pour vous montrer que les données statistiques les tendances étaient les mêmes. Donc, ici, en Angleterre, si on remarque le deuxième plateau, la deuxième tour ici, le pilier, c'est des personnes noires d'origine qui provenaient des Caraïbes. Ensuite, le troisième plateau, c'est d'autres personnes noires, mais qui ne provenaient pas des Caraïbes. Le premier, ça regroupe toutes les autres ethnies. Mais si on descend un peu plus bas ici, le pilier ici, ça représente des gens qui sont British, qui proviennent de l'Angleterre. Donc, les mêmes disparités, les mêmes tendances qui ont été observées au Canada, aux États-Unis, étaient également observées en Angleterre. Donc, ceci pour vous présenter le livre qui est ici, qui s'appelle COVID-19 et la communauté noire, un génocide des temps modernes ou un apartheid médical. Donc, c'est après avoir vu ces données statistiques-là que je me suis vraiment posé des questions, que j'étais vraiment intéressée à savoir
pourquoi est-ce qu'il y a autant de disparités. Et puis, donc, d'abord, je vais vous parler un peu des thèmes qui sont abordés dans le livre. Donc, comme vous pouvez le voir, je voulais expliquer un peu mon background pour que vous puissiez un peu comprendre la perspective que j'ai apportée à cette problématique-là. J'ai apporté une perspective un peu historique et aussi une perspective un peu scientifique. Donc, d'abord, au niveau de l'introduction, qu'est-ce que je présente? C'est un aperçu historique. Je parle un peu de la colonisation et les répercussions que ça peut avoir sur des personnes en ce moment, présentement. Donc, une des répercussions de la colonisation, de toute évidence, c'est le racisme. Et le racisme, ça peut avoir des gros impacts sur l'éducation d'une personne, ça peut avoir des impacts sur le revenu et ça peut avoir des impacts sur la santé. Et lorsqu'on observe les impacts de la colonisation, on peut les voir encore de nos jours dans des quartiers qui sont défavorisés, dans des écoles un peu régionales, et puis les disparités salariales. Donc, quand j'ai parlé un petit peu au début de la défavorisation matérielle, les 3 caractéristiques qu'ils utilisent pour définir la défavorisation matérielle d'un individu ou d'un ménager, c'est le niveau de scolarité, le revenu moyen et le statut de l'emploi. Donc, qu'est-ce qu'ils ont observé souvent au niveau des statistiques avec COVID-19 et la défavorisation matérielle? C'est que le secteur où il y avait une défavorisation matérielle très élevée, c'est aussi un secteur où est-ce qu'il y avait un grand nombre de personnes, où est-ce qu'il y avait une situation de scolarité un peu plus faible, un revenu un peu plus faible et une corrélation avec un chômage de l'évidence plus élevé et une précarité de l'emploi plus élevée. Donc, à Montréal, qu'est-ce qu'ils ont observé? C'est qu'avec COVID-19, il y avait 2,5 fois plus de personnes vivant dans des secteurs défavorisés étaient dans des secteurs où est-ce que les cas de COVID-19 étaient positifs, les gens testaient positifs. Donc, ça, c'est une table qui provient encore une fois de la direction régionale de la santé publique de Montréal. Donc, si on revient aux couleurs que j'avais présentées au début de la présentation, donc le rouge avec le secteur de défavorisé le plus élevé, donc 5. Et puis là, on va le vert forêt qui est un secteur plus favorisé. Donc, ça, qu'est-ce qu'ils ont observé, c'est qu'il y a une corrélation positive. Donc, à partir du 1er avril jusqu'au 16 mai, les personnes atteintes étaient 2,5 fois plus nombreuses dans les secteurs très défavorisés que les secteurs favorisés. Donc, ici, ça, c'est la même table, mais juste pour vous donner un exemple avec les chiffres. Donc, le nombre, ici, pour le rouge, c'est 3 987. Et puis, donc, au niveau de cas, ça c'est aussi, je veux spécifier, c'est le nombre de cas où est-ce que les gens testent positifs. C'est pas comme aux États-Unis où est-ce que c'est le nombre de décès. Donc, c'est juste un cas où est-ce que les gens testent positifs à la COVID-19. Et puis, en vert forêt, c'est le nombre de cas où est-ce que c'est dans un secteur un peu plus défavorisé. Puis, le nombre de cas, c'est environ 1603 comparé à 3 987. Donc, il y a une grande différence quand même, un grand écart. Donc, ça, c'est un peu dans l'introduction où est-ce que je parle un peu de l'histoire, le rôle que la colonisation peut avoir. Ensuite, je touche à l'épigénétique. Donc là, on rentre dans le domaine un peu plus scientifique. Et puis, à ce niveau-là, je parle de l'épigénétique et je vais juste définir un peu qu'est-ce que c'est d'abord. L'épigénétique, c'est un domaine qui régule l'activité des gènes, ce qui facilite soit leur expression ou qui empêche leur expression. Donc, un même code génétique peut être lu de façon différente dépendant de ce qui se passe en avant du gène. Donc, juste pour vous donner plonger un petit peu plus profond au niveau de l'épigénétique. L'épigénétique, ça intervient à différents niveaux sur la régulation du gène. Et qu'est-ce qui arrive, c'est qu'il y a un ajout d'un groupement méthyle. Un groupement méthyle, c'est un groupement CH3. Et puis, ça se rajoute sur les cytosines de l'ADN. Donc, l'ADN est composé de 4 acides aminés, par exemple, on veut dire. C'est les cytosines, la cytosine, la guanine, l'adénine et la thymine. Donc, souvent, une forte méthylation, lorsqu'il y a beaucoup de groupements méthyl, ça empêche l'expression du gène. Donc, ici, par exemple, on voit que l'ADN est tout enroulé ensemble.
et on peut la dupliquer. Et puis retrouver les bases d'ADN que j'ai mentionnées, l'adénine, thiamine, cytosine et guanine. Donc ici, je voulais expliquer qu'est-ce qui se passe. Je vais donner une illustration un peu interactive sur qu'est-ce qui se passe lorsqu'il y a, on ajoute un groupement méthyle. Donc par exemple, mon bout de laine, c'est l'ADN. On commence avec le chromosome, ça a été déroulé jusqu'au niveau de l'ADN. Et qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on va dire que ce petit bijou en argent représente le gène que je veux lire pour, par exemple, me calmer ou exprimer une protéine. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'il y a une méthylation de l'ADN? C'est que ça va bloquer l'accès. Donc, je vais bloquer l'accès, ça c'est la méthylation. Donc, la barrette orange représente la méthylation de l'ADN. Donc, qu'est-ce qui va arriver? C'est que ça, c'est le promoteur. Ça, c'est, par exemple, la protéine qui est supposée de faire la lecture de l'ADN. Donc là, j'arrive, j'ai un besoin, et puis là, je veux lire cette portion de l'ADN, je veux lire la portion argente, mais là, c'est bloqué. Donc, c'est ça que ça fait la méthylation, c'est que ça bloque la lecture du gène. Et qu'est-ce qu'ils ont observé? C'est que je présente une étude d'une auteure qui s'appelle Rachel Yehuda, qui a publié en 2016 un article qui porte sur le fait que lorsqu'il y a un blocage, par exemple, une méthylation de l'ADN dans un individu, ce blocage-là peut être transféré à la génération suivante. Donc, en d'autres mots, c'est que l'épigénétique, donc ça c'est, tu touches pas vraiment au gène, tu fais juste le modifier en y ajoutant un groupement et ça change, ça se transmet d'une génération à une autre. Donc, elle a porté, ces études portaient sur l'Holocauste et les survivants de l'Holocauste et leurs enfants. Donc, ici, la table ici, que c'est une table qui a été extraite de son article scientifique qui portait, par exemple, les piliers en blanc, les gros rectangles blancs, représentent le contrôle, donc les gens qui n'ont pas vécu durant l'Holocauste. Et en rouge, dans la table A, ici, dans la figure A, on voit en rouge, ça, c'est les personnes qui ont vécu durant l'Holocauste. Et dans la table B, on remarque en rouge ici, ça c'est les enfants, donc disent offspring, ça c'est les enfants des parents qui ont vécu dans l'Holocauste. Donc, qu'est-ce qu'ils ont remarqué? C'est que la méthylation au niveau de gènes, elle a été transférée chez les enfants. Et ça, c'était une étude qui vraiment est vraiment importante parce que ça veut dire que certaines traces, parce qu'on s'entend que durant l'Holocauste, c'est un événement extrêmement traumatique, de un. De deux, un événement traumatique pour ceux qui ont survécu. Et qu'est-ce que les conclusions qui ont été tirées de ces recherches-là? C'est que les traumatismes qui sont non traités, donc un autre exemple de non traité, c'est que si peut-être ce traumatisme-là avait été traité, il n'y aurait pas de groupement méthyle, donc ça aurait été enlevé et la lecture du gène pourrait être lue comme il faut, par exemple, le petit gène ici, pourrait être lu comme il faut. Mais si le traumatisme est non traité, ça peut laisser des traces biochimiques au niveau de l'ADN que j'ai présenté avec les 4 acides aminés, l'adénine, guanine, thiamine et cytosine, chez l'humain qui est réduit soit à l'esclavage ou à un stress intense. Et ça peut être transmis dans les générations subséquentes et ça suggère fortement que nous pouvons hériter des traces de souffrance, soit de nos parents, nos grands-parents et même nos arrière-grands-parents. Donc, ça, c'est le premier volet dans lequel je touche et je plonge profondément dans le chapitre 1. Ensuite, il y a au-delà de l'épigénétique, je voulais toucher aussi à un volet socio-économique. Et le volet socio-économique, ça touche un peu aux aspects que j'ai parlé durant le début de la présentation, donc par exemple la défavorisation matérielle. Donc, dans le chapitre 2, je touche un peu au fait que il faut prendre en compte que les personnes qui sont des minorités visibles, elles font face aussi à une discrimination parfois et aussi parfois à la stigmatisation et ça peut jouer un rôle dans leur accès aux ressources et ça peut limiter même l'accès à des ressources de santé pour avoir une meilleure santé. Donc, je touche un peu également au fait qu'il y a des travailleurs essentiels. Donc, qu'est-ce qui arrive, c'est que si, par exemple, une personne n'a pas d'emploi qui lui permet de travailler de la maison, donc faire du télétravail,
eh bien, peut-être elle a un emploi durant une pandémie qui est considéré comme essentiel et à ce moment-là, cette personne-là devient un travailleur ou une travailleuse essentielle. Et les travailleurs essentiels, maintenant, tout le monde est familier avec qu'est-ce qu'un travailleur essentiel parce qu'on les a tous rencontrés durant la pandémie. Ça peut être des préposés aux bénéficiaires, ça peut être des commis aux caisses, ça peut être des chauffeurs de taxi, ça peut être n'importe qui qu'on rencontre qui est obligé d'être présent physiquement pour effectuer son travail afin que le reste de la population reste à la maison et reste sain et sauf et pour maintenir l'accès à certains services qui sont essentiels. Donc, il faut s'entendre que parce que la nature de leur travail les oblige à être en contact avec des gens et les oblige par défaut à être en contact possiblement avec le virus. Donc, le dernier volet dans lequel je touche dans le livre, c'est le manque de données. Donc, souvent, qu'est-ce qu'on remarque, c'est qu'il y a certaines publications au niveau, dans les articles de presse qui ont remarqué qu'avec l'arrivée de la COVID-19, les agences de santé publique, ils ont remarqué qu'il y avait plus de données qui doivent être recueillies dans le système de santé, ce qui porte soit sur la race de l'individu ou l'origine ethnique, pour potentiellement mieux gérer dans un cas de pandémie ou bien dans n'importe quel genre de cas. Et puis, peut-être ces données-là pourraient aider à mieux distribuer des ressources nécessaires, que ce soit pour des personnes dans des communautés noires, qu'elles soient au Canada, aux États-Unis ou ailleurs dans le monde. Donc, j'aime beaucoup la définition de la confiance parce que souvent les gens peuvent, lorsqu'on parle d'un manque de données, il y a beaucoup de gens qui lient ça directement à un manque de confiance et aussi à un manque de soins. Parce que souvent, le manque de soins de qualité peut être associé à un manque de confiance. Et s'il n'y a pas de confiance dans le système de santé, s'il n'y a pas de confiance dans un institut, eh bien, il va y avoir un manque de données. Donc, j'aime beaucoup la définition de qu'est-ce que c'est la confiance d'un auteur qui s'appelle Simon Sinek. Et il a écrit un livre qui s'appelle « Les vrais leaders se servent en dernier, pourquoi certaines équipes se servent l'écoute et d'autres pas ». Donc, il explique que la confiance, c'est une réaction biochimique provoquée par la croyance que quelqu'un tient à cœur votre bien-être. Donc, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cette définition du contexte de la confiance dans ce contexte-ci, parce que ça parle d'une réaction biochimique. Et puis, dans son livre, il parle de la réaction biochimique au niveau de la relâche d'une hormone qui s'appelle l'oxytocine. Et l'oxytocine, c'est une hormone souvent que les femmes enceintes relâchent ou bien ça permet le rapprochement d'une mère à son enfant et ça permet de tisser des liens serrés entre un enfant et un parent. Donc, j'ai trouvé ça très, très, très intéressant qu'il définit la confiance comme une réaction biologique parce qu'en effet, il a raison, c'est une réaction biologique. Il y a une relâche au niveau de ton corps de qu'est-ce que c'est la confiance. Donc, je pense que lorsqu'on parle d'un manque de confiance dans un système, dans une institution, il faut prendre en compte que c'est une réaction, c'est pas juste psychologique, c'est aussi une réaction physiologique qu'on peut observer. Donc, quelles sont les solutions qu'on peut apporter? Ça, c'est quelque chose qu'on m'a posé un petit peu après que certaines personnes ont lu le livre. Ils se sont posés comme question, qu'est-ce qu'on peut apporter? C'est quoi les solutions à les différentes disparités? C'est quoi les solutions aux inégalités sociales au niveau de la santé et puis la façon dont différentes personnes sont touchées? Donc, les solutions possibles au niveau épigénétique, ça, c'est quelque chose dans lequel je n'ai pas abordé. Ce serait, je pense, un livre totalement différent. Ce serait, je pense qu'il faudrait adresser les traumatismes. D'abord, les traumatismes des gens qui ont reçu, les traumatismes, par exemple, dans le cas, je parle de l'Holocauste dans le livre. Donc, dans le cas de l'Holocauste, c'est sûr que les survivants de l'Holocauste ont reçu un traumatisme, mais très souvent, lorsqu'on parle de génocide, parce qu'au niveau au niveau de la population juive, c'était un génocide. Lorsqu'on parle au niveau d'un génocide, je pense qu'il faut aussi étudier et comprendre et adresser le traumatisme de la personne qui inflige ce stress, la personne qui inflige ou qui décide
de martyriser ou semer une genre de tyrannie au sein d'une population, parce que je pense qu'il y a un traumatisme au niveau de la personne qui l'inflige et la personne qui le reçoit. Donc, je pense que c'est une médaille qu'il faut examiner des deux côtés. Au niveau des solutions socio-économiques, durant une pandémie, pour les personnes qui sont sur la première ligne, je pense que c'est merveilleux. Je trouve qu'ils devraient être définitivement reconnus, mais je pense pour les protéger et pour les aider à protéger les personnes qui les entourent quand ils rentrent à la maison, quand elles rentrent à la maison, je pense que rémunérer ces personnes-là de façon appropriée, parce que ça doit être stressant, je me dis, d'être infirmière et puis de travailler avec une personne affectée par COVID-19 et puis la retourner à la maison à une famille. Donc, je trouve que peut-être durant une pandémie, il faudrait réévaluer la façon dont les gens qui sont en première ligne sont payés. Et ensuite, aussi leur offrir des bénéfices et des avantages sociaux très avantageux. Donc, si ce n'est pas possible, parce que c'est sûr que ça touche à l'économie également, une pandémie, mais aussi, je pense que si au niveau de la rémunération du salaire n'est pas possible, mais je pense avoir des bénéfices sociaux très avantageux qui leur permettent de bien se protéger et de protéger leur famille. Et puis, au niveau de la solution pour le manque de confiance que certains peuvent avoir, et puis c'est quelque chose que je trouve très intéressant qui est peut-être très d'actualité, le manque de confiance lorsqu'on parle d'un vaccin qui est présent, qui est disponible. Il y a beaucoup de gens qui sont susceptibles, c'est très controversé. Je pense que derrière toute cette controversie, derrière tout ça, je pense que c'est un manque de confiance, en fait. Parce que s'il y aurait confiance en le vaccin, je pense qu'il n'y a personne qui se poserait la question est-ce qu'on va le prendre ou est-ce qu'on ne va pas le prendre, mais je pense qu'il y a un manque de confiance et la confiance, je pense que ça peut juste se rétablir avec le temps. C'est sûr que c'est brisé de façon instantanée, mais je pense que ça peut juste se rétablir avec le temps. Donc, il va falloir laisser le temps réparer ce qui a été détruit, mais toujours prendre en considération qu'il faut adresser les traumatismes des personnes qui les infligent et des personnes qui les reçoivent. Et puis, je pense qu'après ça, il y a aussi d'autres solutions qui peuvent être apportées, mais ça, c'est celles qui me sont venues en tête pendant qu'on me les a posées durant la lecture du livre. Et puis, j'aimerais terminer avec une citation d'un physicien et un scientifique qui s'appelle Albert Einstein. Donc, pour ceux qui sont familiers ou pas, c'est celui qui est venu avec l'équation E égale mc2, qui est très, 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 très populaire. Et je vais vous lire une citation qui provient du livre et que j'ai trouvée très, très, très intéressante, qui étudie l'être humain et puis qui est un peu inspirante, une façon d'étudier l'être humain de façon inspirante et pour le mieux le comprendre. Donc, voici, il faut prendre aussi en compte que Albert Einstein était juif et il a vécu une partie durant la montée du nazisme. Donc, sa perspective, je l'ai trouvée très, très intéressante. Donc, début de la citation. Un être humain est une partie d'un tout que nous appelons univers. Une partie limitée dans le temps et l'espace. Il s'expérimente lui-même, ses pensées et ses émotions comme quelque chose qui est séparé du reste. Une sorte d'illusion optique de la conscience. Cette illusion est une sorte de prison pour nous, nous restreignant à nos désirs personnels et à l'affection de quelques personnes proches de nous. Notre tâche doit être de nous libérer nous-mêmes de cette prison en étendant notre cercle de compassion pour embrasser toute créature vivante et la nature entière dans sa beauté. Fin de la citation. Donc, ceci m'amène à vous laisser savoir où vous pouvez trouver le livre. Donc, le livre peut se trouver sur Amazon. Il y a la version numérique qui est disponible, il y a la version papier et bientôt, au mois prochain, il y aura une version audio pour être inclusive. En personne, elle est disponible à la bibliothèque Solpelo, comme Souad l'a mentionné, également en français comme en anglais. Et en personne, pour ceux qui veulent vraiment une copie du livre, elle est disponible à la librairie Racine.
C'est une librairie qui est située sur la rue Saint-Hubert à Montréal et elle sera disponible à partir du mois de mars. Donc, sur ce, j'aimerais vous remercier pour votre écoute attentive. J'aimerais vous remercier pour votre attention. Et puis, si vous avez des questions, comme j'ai mentionné au début, je trouve ça très intéressant que ce soit interactif. Donc, si vous avez des questions, des commentaires, s'il vous plaît, n'hésitez pas. Oui, c'est un travail colossal que vous avez fait. Hein? Je vous remercie de partager comme ça. De vos conclusions. Oui, c'est un travail quand même colossal, oui. 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 C'est ça, comme j'ai mentionné, je touche un peu à tout. Donc, ouais, mais je trouve que les questions qui sont très surface, ça ne m'intéresse pas, mais les questions qui poussent à les réflexions, je trouve ça intéressant. Je trouve ça intéressant à chercher des solutions parfois. Mais en effet, c'est un travail très, très lourd, colossal, comme vous l'avez dit. Vous avez bien réussi à nous transmettre ça de façon simple. Merci. De façon intéressante, parce que normalement, des statistiques, pour moi, c'est peu intéressant. Mais vous avez vraiment très, très bien transmis vos informations. Merci. Ça vient avec la pratique, je te dirais la vulgarisation, parce qu'avoir eu un passé, avoir travaillé avec le VIH et pratiquer à expliquer qu'est-ce que c'est, et puis lorsqu'on parle de l'ADN, et puis des fois, c'est très, très complexe. Donc, le plus que je trouve qu'on pratique, le plus qu'on l'explique à des personnes, le plus que ça facilite que les gens le comprennent. Ah, puis il y a des qualités personnelles qu'on a ou qu'on n'a pas aussi. Hein? Moi, j'ai travaillé longtemps au service de la clientèle. Puis, même les collègues, là, je les trouve tous extraordinaires, mais on l'a ou on ne l'a pas, ça, ce que vous faites, là. Merci beaucoup, Hélène. On peut l'améliorer, mais il faut que ce soit là au départ. Ah, merci, j'apprécie beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres commentaires? Non, je ne sais pas s'il y a ça. Oui, par rapport au tableau que vous avez montré du Royaume-Uni, Angleterre, il y avait d'un côté, vers la droite, évidemment, tous les gens qui venaient, les populations noires qui venaient des Caraïbes. Et au centre, juste à côté des Blancs, il y avait les Black Africans. Alors, pouvez-vous expliquer comment les Black Africans se comparaient aux Blancs par rapport à la population des Caraïbes? OK. Je pense que là, c'est une très bonne question et je pense que c'est là vient le compte de prendre en compte l'histoire. Donc, lorsque vous parlez, il y a les Black Canadians et puis là, plus loin, ici, il y a les Black Africans. C'est ça? Oui, j'ai trouvé ça très intéressant, la façon qu'il y avait une différence entre les Black Caribbean et les Black Africans. Moi, je pense que la raison pourquoi j'ai décidé d'aller au niveau historique, c'est parce que l'Angleterre, bien évidemment, elle a des colonies en Afrique. Mais aussi, il faut savoir qu'elle est étroitement liée avec des colonies qu'elle avait dans les Caraïbes. Et puis, à ce jour, par exemple, si on regarde la Jamaïque, si on regarde l'histoire, pourquoi est-ce qu'en Jamaïque, est-ce que les gens parlent anglais? Si dans des pays, par exemple, comme en Guadeloupe ou en Haïti, les gens, ils parlent français. C'est parce que ces pays-là, ils ont été, par exemple, en Jamaïque, ils ont été colonisés par l'Angleterre. Mais pour répondre à votre question au niveau de pourquoi est-ce qu'il y a plus de Black Africans par rapport aux Black Caribbean, je pense que ça dépend de la proportion de ces personnes qui sont présentes dans le pays, de un. Et de deux, je pense que ça veut dire qu'il y a peut-être plus de personnes noires qui proviennent des Caraïbes qui sont en Angleterre, donc peut-être plus de personnes qui sont aujourd'hui appelées des Jamaïcains, mais ils sont en Angleterre, comparé à des personnes qui sont d'origine ou de descendance africaine qui sont en Angleterre. Ce serait mon hypothèse à la raison pour laquelle on observe ça. Mais c'est une hypothèse, mais j'ai trouvé ça très intéressant parce que si on regarde au niveau géographique, en géographie, on s'entend que les personnes qui sont Black Caribbean, c'est beaucoup plus loin de l'Angleterre. Comparé à Black African, c'est beaucoup plus proche. Si jamais il y a un désir d'immigrer,
c'est beaucoup plus proche d'immigrés de l'Afrique à l'Angleterre que des Caraïbes à l'Angleterre. Donc, il faut aussi, je pense, dire qu'il y a aussi un phénomène de diaspora qui peut jouer un rôle au niveau de la présence des personnes qui sont Black Caribbean en Angleterre et Black African. Il faut dire aussi qu'il y a des fois des migrations directes présentement qui ont lieu entre l'Afrique subsaharienne et l'Amérique. Donc, ça peut aussi jouer un rôle. Est-ce que vous pensez soumettre votre livre à notre premier ministre, admettons Legault, là, dans sa liste de lecture, puis à notre premier ministre Trudeau aussi? Je ne sais pas comment vous êtes la deuxième personne à me le proposer, mais je ne sais pas comment soumettre. Peut-être demander à, je ne sais pas, votre député comment remonter ça. Ça commencerait avec notre mairesse, Maya. Vous pouvez écrire directement par Internet. Ils ont un site, le Trudeau puis Legault, ils ont des sites. Ce sont les attachés ministériels ou peut-être en parler à votre député, comment remonter l'information jusqu'à eux. Je pense que je commencerai au niveau municipal avec ma députée parce que ça, c'est pour moi un peu plus facile. Mais pour la deuxième personne, donc peut-être je vais y laisser. Oui, ce serait bien. Merci. Je vais essayer, mais ce serait... ouais. Bonjour, Souad. Salut. Donc, si vous avez d'autres questions... Bonjour, Linda. Tu as une question? C'est juste pour demander, pensez-vous que nous allons avoir un bon résultat dans le futur, dans notre vista historique? Est-ce qu'avec la pandémie maintenant, pensez-vous à un résultat optimistique pour nous comme société moderne? Faudrait dire que j'étais pas surprise des données, des disparités parce que les disparités que COVID a montrées avec le nombre de cas de morts et le nombre de cas de COVID positifs qui sont pour des gens qui font partie de la minorité visible qui étaient plus positifs. Je n'étais pas surprise parce que c'était quelque chose qui était déjà présent dans la société. Et qu'est-ce que je trouve intéressant avec COVID, c'est que COVID a juste souligné, a juste mis en évidence cette présence de disparités ou inégalités sociales. Elle l'a mis d'avant pour que tout le monde puisse voir. Et puis, qu'est-ce que je souhaite et qu'est-ce que j'espère pour répondre à votre question, c'est que maintenant qu'on ne peut plus ignorer ces disparités-là. Maintenant, on est au courant, on le sait, puis on sait comment nos vies sont interreliées. Si tu rentres en contact avec une caissière au Maxi, peu importe son origine ethnique, tu peux retourner avec COVID si elle est infectée avec COVID. Donc, ceci dit, j'ai espoir que ça peut changer certaines choses, tant pour les Premières Nations, pour les différentes populations pour lesquelles les disparités pèsent lourd sur elles, pour les qui sont touchées. Là, il reste à voir si... je suis un petit peu optimiste. J'aimerais juste un peu plus d'action parce que je pense que prendre une autre étape, ce serait d'aller voir un peu plus spécifique les communautés, prendre des données. Oui, c'est intéressant de prendre au niveau provincial, prendre des données sur les minorités visibles, mais je pense que la prochaine étape, ce serait d'y aller un peu plus spécifique et puis se renseigner vraiment sur les origines ethniques et puis avoir un plan d'action à la place de juste voir les statistiques et puis observer les personnes soit mourir ou soit être infectées avec COVID-19 parce que, veux pas, ça va toucher sur notre système de santé. Puis tout le monde au Québec, on paye tous pour le système de santé. Donc, je pense que ce serait très bénéfique pour notre société de prendre ça en compte parce qu'on est tous ensemble, on est tous dans le même univers en ce moment. Et puis, il reste à voir. J'ai aucune idée, mais j'aimerais être optimiste à espérer qu'il y aura un changement positif à l'avenir. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Merci, Lauriane. C'était très intéressant. Puis, c'est comme disait Hélène, c'est un travail colossal, hein, travailler avec les chiffres et les comme matérialiser en des mots et
tes explications. C'est très intéressant. Puis, vulgarisation aussi, c'était très facile. Ben, c'était comme accessible pour une meilleure compréhension. Donc, merci beaucoup. Puis, merci à vous, mesdames, d'être là. Ça enrichit la conversation. Puis, bonne journée tout le monde. Au revoir. À la prochaine. Au revoir. Merci beaucoup. Bye. Au revoir.